Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Le citoyen européen, je dis toujours, il ressemble un peu au bourgeois gentilhomme. Il pratique la citoyenneté du matin au soir, mais il ne le sait pas. Et cette citoyenneté européenne, elle remonte relativement loin. Dans le traité de Rome, le mot citoyen n'existe pas. La notion, c'est le travailleur migrant. Mais ce travailleur migrant, la Cour de justice va s'intéresser à lui dès les années 60. Pourquoi ? Parce que ce travailleur migrant, très souvent, dans ces années où l'acier, le charbon, les mines de fer étaient prédominantes, était quelqu'un qui pouvait travailler 6 mois en Sarre, 3 mois en Lorraine et 3 mois au Luxembourg. Je prends cet exemple-là du cœur de l'Europe et de l'Europe des 6. Donc, c'est un travailleur qui, en 1 an, 2 ans, 3 ans, est soumis à 3 régimes différents de sécurité sociale et de retraite. Et la Cour de justice a très vite, j'ai failli dire, inventé des règles, en tout cas posé des règles, en interprétant les textes de manière pratiquement diamétralement opposée à leurs lettres, et a imposé l'exemple des retraites, la totalisation, proratisation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le citoyen migrant non communautaire était obligé de solliciter chaque administration, percevait 20 francs 50 de l'un, 122 de l'autre, etc. La Cour de justice a dit, c'est pas possible, le travailleur migrant doit être mieux traité que cela. Donc le travailleur migrant, il s'adressait à sa dernière administration, qui, elle, devait totaliser et proratiser entre les différentes caisses. Et le citoyen ne percevait sa retraite en une seule fois. Et puis, ce travailleur migrant, par la jurisprudence de la Cour de justice, toujours, s'est vu acquérir des droits incroyables en matière de libre circulation, justement, des travailleurs d'abord, qui sont devenus des citoyens, parce que ce qu'on avait comme droit pour les travailleurs, la Cour de justice l'a étendu, elle-même d'abord, aux étudiants, aux retraités, etc., etc. Après cela, le législateur s'est emparé de cela. Et dès 1974, on a commencé à parler de citoyenneté européenne. Donc ce citoyen européen, qui est-il aujourd'hui ? C'est un citoyen qui a des droits considérables. En plus, il a ce droit que j'ai toujours trouvé extraordinaire et que j'ai beaucoup commenté dans les années 90, dans le concept de l'effectivité du droit, où je disais, nous en France, nous avons un système de droit extraordinaire, notamment la déclaration que nous voulions universelle en 89, puisque nous parlons au monde, et pas seulement à la France. Mais ce sont des droits déclaratifs. Il a fallu attendre 2009 et le président Sarkozy pour que nous puissions revendiquer directement les droits que nous disposons en vertu de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 pour dire la loi qui ne la respecte pas doit être déclarée anticonstitutionnelle. Aucun citoyen n'avait ce droit-là. Or, le droit communautaire, et c'est l'œuvre de la Cour de justice, c'est là que les juges européens ont été grandioses, détestés par M. Debré, M. Duverger, c'était les grandes diatribes de l'époque. Je leur répondais toujours que le juge n'a pas de pouvoir. Le juge n'a de pouvoir que s'il est saisi. Si le juge n'est pas saisi, il ne peut pas rendre un jugement ou un arrêt. Donc il n'y a pas de pouvoir de juge, il y a le pouvoir des citoyens, parce qu'un citoyen a décidé de saisir par l'intermédiaire d'un avocat, comme faisait le prêteur romain. Et il devient législateur d'appoint. Que chaque citoyen pouvait s'emparer du droit européen qui prime sur le droit national et faire écarter dans un procès où
dans un litige qu'il a avec l'administration, le droit national qui lui était défavorable au motif qu'il était contraire au droit européen. Ces droits ont été codifiés. Dans la codification, quels sont ces droits des citoyens? D'abord, des droits politiques. Aujourd'hui, tout citoyen européen a le droit de vote aux élections municipales et aux élections européennes. Il a le droit de se présenter aux élections, où qu'il soit. Où qu'il soit. Il a obtenu par le traité de Lisbonne le droit de saisir le médiateur européen et d'avoir un droit d'initiative pour saisir le Parlement européen d'un éventuel projet de directive ou de règlement. Donc, il a des droits politiques. Ensuite, il a des droits économiques et sociaux. Je les ai déjà plus ou moins évoqués dans l'historique, parce que c'est essentiellement la Cour de justice, mais il y a une directive en 2004 qui a résumé tous ces droits-là. Et le symbole de tout cela, c'est Erasmus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant français peut étudier en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, où il veut. Et dès qu'il arrive à l'université locale, il dispose des mêmes droits que les étudiants nationaux de cet État-là. Des mêmes droits, en tout. Pour les bourses, pour tout. Donc, ce citoyen a indiscutablement des droits considérables aujourd'hui. Alors, quel est le problème? Le premier, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est simplement un état de fait, j'ai commencé par là, c'est qu'il ne les connaît pas. Le deuxième, il ne peut faire valoir les droits qu'il détient que s'il bouge hors de ses frontières. Un citoyen français qui ne bouge pas de ses frontières, même s'il ne les ignore pas, ils ne lui servent à rien. Donc, il y a deux catégories de citoyens, ceux qui ont des droits, mais qui ne s'en servent jamais, et qui, voyant que l'Europe reste un endroit où on détermine les circonférences des tomates, les tailles des carottes, du fromage, etc., ne l'intéressent pas. Au mieux, ça ne l'intéresse pas, au pire, il n'en veut pas. Donc, pour résumer, une citoyenneté ignorée et une citoyenneté inutile, j'irais presque jusque-là, pour les gens qui ne bougent pas.